Bien, alors donc dans ce cours que nous allons faire ce matin, donc ça concerne le développement mobile. Donc aujourd'hui, on va essayer donc d'introduire d'abord la notion du développement mobile. Et donc je vais vous parler un petit peu globalement des différentes techniques qui sont utilisées pour développer des applications mobiles. Et après, par la suite, nous allons commencer une première partie concernant ce qu'on appelle le développement mobile natif. Alors, bon, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que en fait, pour développer des applications mobiles, donc il y a deux façons de faire. Soit qu'on fait ce qu'on appelle le développement natif, mais également on peut faire ce qu'on appelle le cross-platform. Alors donc je vais d'abord vous parler des différentes techniques qui sont utilisées pour en fait on va dire développer les applications mobiles. Donc on peut dire que d'une manière générale qu'en fait il y a deux façons pour développer les applications mobiles. Donc on peut opter pour un développement natif. Alors, un développement natif, ça veut dire que je développe une application pour la plateforme Android et ensuite je développe une autre application pour la plateforme iOS et également je développe une autre application mobile pour la plateforme par exemple Windows Phone. Alors, vous savez que pour développer une application mobile native pour Android, en fait, il y a des technologies qui sont utilisées. D'abord, il faut utiliser un langage de programmation qui est le langage de programmation utilisé, c'est Java. Et également, on peut utiliser un autre langage qui s'appelle Kotlin. Bon, le langage Kotlin, c'est un langage qui est lui-même basé sur le langage Java. Donc, il faut utiliser le langage Java. Ensuite, il faut installer un kit de développement, un SDK Android. Et après, il faut utiliser un IDE Android Studio généralement pour développer des applications Android. C'est l'IDE le plus utilisé. Et après, par la suite, pour déployer, pour distribuer les applications mobiles Android, on va utiliser Google Play. Bon, c'est la plateforme de Google qui est utilisée pour publier, pour distribuer les applications mobiles Android. Alors ça c'est pour le développement natif Android. Alors après, si vous voulez faire du développement natif pour la plateforme iOS, par exemple iPhone, iPad, tout ce qui concerne le système iOS, il va falloir utiliser d'autres technologies, d'autres langages de programmation. Il faut utiliser un langage de programmation qui s'appelle Objective-C, ou bien on peut utiliser dans la majorité des cas le langage Swift. Ensuite, il faut installer un kit de développement, un SDK iOS. Et après, il faut utiliser une plateforme de développement qui s'appelle Xcode. Et par la suite, pour distribuer les applications iOS, vous avez besoin d'utiliser Apple App Store, donc la plateforme de Apple pour distribuer les applications iOS. Alors comme vous voyez donc, mais il faut également noter que pour développer une application iOS, en tout cas pour pouvoir la compiler, généralement vous avez besoin d'utiliser un Mac, c'est-à-dire un système macOS, pour pouvoir la compiler, pour pouvoir créer une application iOS. Donc ça c'est le développement natif iOS. Alors également, par exemple, si vous voulez développer uniquement pour le système Windows Phone, vous pouvez utiliser la même chose. Vous pouvez utiliser d'autres langages de programmation et d'autres technologies. Le langage utilisé c'est C Sharp. Après, il faut installer le SDK Windows Phone. L'environnement de développement utilisé c'est Visual Studio. Et pour pouvoir distribuer les applications de, on va dire Windows Phone, on va utiliser Microsoft Marketplace, voilà, Marketplace pour pouvoir distribuer les applications Windows Phone. Alors, comme vous le voyez, quand une entreprise opte pour faire le développement natif, eh ben, il faut généralement avoir trois compétences. Il faut Pour un développeur natif Android, bon, il doit maîtriser tout ça. Pour un développeur natif iOS, donc vous avez des langages et des plateformes qu'il faut maîtriser. Et après, pour développer des applications Windows Phone, vous avez également un langage et une autre technologie qu'il faut utiliser. Donc ce qui fait que pour développer des applications mobile natives, il y a beaucoup d'efforts, ça coûte cher pour les entreprises. Parce que généralement,
l'entreprise a besoin de recruter un spécialiste Android, un spécialiste iOS et après un spécialiste Windows Phone. Donc, ce qui fait, quand on développe l'application Android, bah, il faudrait carrément, c'est-à-dire, c'est double effort, c'est-à-dire il va falloir refaire le même travail sur iOS et après redévelopper complètement l'application pour la plateforme Windows Phone. Donc, ce qui constitue un effort considérable, très important pour pouvoir développer une application mobile pour différentes plateformes. Donc, on va dire que tout simplement que le développement mobile natif généralement coûte cher pour les entreprises. Mais tout de même, il y a un avantage. Alors, quand vous faites le développement natif, c'est que généralement, vous avez des applications qui sont relativement plus rapides. C'est-à-dire parce qu'en fait, vous écrivez déjà l'application dans le langage natif de Android, ensuite vous l'écrivez dans le langage natif de iOS et vous faites la même chose pour Windows Phone. Avant même, il y avait également d'autres plateformes, mais qui n'existent plus. À l'époque, on utilisait des plateformes comme BlackBerry, mais tout ça, c'est le passé. Donc, ce qui fait, au début, le développement mobile a commencé comme ça, mais après, par la suite, il y a d'autres façons qu'on peut utiliser pour développer des applications pour différentes plateformes. L'idée, c'est quoi? C'est comment faire un seul développement et obtenir les différentes versions pour différentes plateformes. Alors, dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle le développement mobile cross-platform. Alors, le développement mobile cross-platform, généralement, ça consiste à quoi? Ça consiste à développer l'application une seule fois avec une seule technologie et à partir de cette application mobile, on va générer les différentes versions pour les différentes plateformes, c'est-à-dire une application qui va fonctionner aussi bien sur Android, sur iOS et sur d'autres plateformes. Alors généralement, dans la majorité des cas, on va s'intéresser à Android et iOS dans la majorité des cas parce que les plateformes les plus utilisées par les utilisateurs. Mais le cross-platform, généralement, il vise ça, c'est-à-dire développer des applications pour différentes plateformes. Alors pour pour faire ce qu'on appelle le développement mobile cross-platform, on peut faire ce qu'on appelle le développement hybride. Donc le développement hybride, c'est un développement généralement qui va s'appuyer sur les technologies de développement web. Alors vous savez que pour développer des applications web, donc on va utiliser souvent du HTML, CSS, JavaScript. Ben justement, le développement hybride ça consiste à quoi? Ça consiste à développer une application mobile. Alors toute la partie UI, toute la partie IHM de l'application mobile, ça va être construite avec HTML, CSS, JavaScript. Bon, ce qui est un atout important pour les développeurs web, parce que ceux qui travaillent dans le domaine du développement web, souvent, ils maîtrisent déjà tout ça, HTML, CSS, JavaScript, avec tous les frameworks qui sont utilisés. Mais après, par la suite, vous savez que avec HTML, CSS, JavaScript, on va essayer donc de s'intéresser à la logique présentation, c'est-à-dire tout ce qui est l'UI, l'affichage. Mais après, vous savez que dans le développement mobile, il faut exploiter ce qu'on appelle les fonctionnalités natives de l'appareil mobile. Donc, à un moment donné, vous avez besoin de faire de la géolocalisation, d'utiliser les caméras, d'utiliser en principe tous les capteurs de l'appareil mobile. Alors, vous savez que les appareils mobiles, l'un des atouts qui sont les plus importants, c'est qu'ils sont dotés d'un ensemble de capteurs. Il y a l'accéléromètre, il y a le détecteur de proximité. Vous savez, il y a parfois des smartphones qui contiennent plus d'une centaine de capteurs. Alors, ce qui fait que quand vous faites le développement mobile, vous avez besoin d'exploiter ces capteurs généralement. Et pour pouvoir exploiter ces capteurs, c'est-à-dire les fonctionnalités natives d'un smartphone, par exemple, vous avez besoin de faire appel à des fonctionnalités natives du smartphone. Par exemple, si vous êtes dans une application, par exemple Android, pour pouvoir exploiter les fonctionnalités natives de votre smartphone,
il faudrait faire appel à des composants Java. Parce qu'en fait, les composants natifs, par exemple, de Android, c'est des composants qui sont basés sur le langage Java. Alors maintenant, votre application utilise du JavaScript. Alors, ce qui fait que pour pouvoir utiliser les fonctionnalités natives du smartphone, nous avons besoin d'utiliser un outil qui permet, à partir de JavaScript, donc vous avez votre application, généralement la partie UI c'est du HTML, CSS par exemple. Alors tout ça c'est les IHM, ça c'est ce qu'on va afficher. Mais après, tout ce qui est le comportement de l'application c'est du JavaScript. C'est du JavaScript. Et après votre smartphone, bien sûr, ça c'est la partie matérielle du smartphone qui contient donc ça c'est on va dire le côté matériel, c'est-à-dire vous avez ici des capteurs. Vous avez caméra, vous avez les capteurs de proximité, vous avez plein de fonctionnalités natives. Si vous voulez faire la géolocalisation, vous voulez faire pas mal de choses. Alors généralement, vous savez que ces fonctionnalités natives, c'est des fonctionnalités natives. Alors pour pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités natives, normalement, il faudrait passer via en fait des composants natifs. Donc ça, c'est des composants natifs. Par exemple, si je suis dans un smartphone basé sur Android, c'est des composants natifs Java. C'est en fait le langage natif, c'est du Java. Bon, ça c'est fourni avec le smartphone. Ça veut dire que en fait, le seul moyen qui va permettre, par exemple, d'accéder à un capteur, c'est de pouvoir utiliser ce composant natif. Alors maintenant, pour pouvoir, à partir de JavaScript, accéder à des composants natifs du smartphone, il faudrait passer via ce qu'on appelle des plugins, par exemple Cordova. Alors il y a un outil, un framework ou bien un outil qui s'appelle Cordova. Alors en fait, Cordova, qu'est-ce qu'il permet d'offrir? Donc, il permet d'offrir ce qu'on appelle des plugins. En fait, un plugin Cordova, c'est un composant qui se compose de deux parties. Il y a une partie JavaScript, il y a une partie Java, par exemple. Alors quand je dis Java, c'est pour quand vous travaillez sur Android. Mais si vous travaillez sur iOS, donc ça va être c'est Objective-C. Donc un plugin Cordova donc, se compose de deux parties. Il y a une partie JavaScript, il y a une partie native. Ça peut être Java, ça peut être c'est du C#, ça peut être du Swift, c'est-à-dire de Objective-C. Donc ce qui fait à partir de votre application, donc ça c'est l'application, on va dire, hybride. Alors qu'est-ce qu'on va faire? À partir de JavaScript, on va faire appel à ces plugins Cordova. Bon, ça c'est du JavaScript. Bon, à partir de JavaScript, on peut toujours faire appel à du JavaScript. Mais après ici, donc vous avez la partie JavaScript va interagir avec la partie native. Donc ici, il y a une communication. Donc si vous voulez, le plugin, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire appel à partir de JavaScript. J'appelle la partie native et bien sûr la partie native donc va automatiquement utiliser les composants natifs du smartphone pour pouvoir exploiter bien sûr les composants natifs du smartphone. Alors ce qui fait pour pouvoir faire cette opération là quand vous faites du développement hybride, vous avez besoin d'utiliser donc un outil qui fait ce travail là.
Et parmi les outils les plus connus, il y a un outil qui s'appelle Cordova. En fait, c'est un framework qui est utilisé et qui permet donc à votre application d'accéder aux fonctionnalités natives du téléphone, par exemple du smartphone ou bien de l'appareil mobile d'une manière générale. Alors, parmi les plateformes qui sont utilisées pour développer des applications hybrides, en fait, il y a, anciennement, il y avait une plateforme qui s'appelait PhoneGap. C'est un framework, c'est une plateforme. Alors, PhoneGap, à un moment donné, il a été racheté par Adobe. Donc, c'est-à-dire, il est devenu une version commerciale. Ce qui fait que la version, on va dire, open source de PhoneGap, il a changé de nom. Et justement, son nom, ça s'appelle Cordova. En fait, si vous voulez, si vous parlez PhoneGap et Cordova, il s'agit de la même technologie. Bon, sauf qu'à un moment donné, ça s'appelait PhoneGap, il a été racheté par Adobe. Et après, la version open source, il est resté chez Apache, donc il a changé de nom, il s'appelle Cordova. Donc voilà. Ce qui fait que donc c'est juste pour le savoir. Mais après, il y a d'autres plateformes qui ont été développées. Par exemple, IBM a développé sa plateforme qui s'appelle Mobile First. Et après, il y a une plateforme la plus connue, d'ailleurs la plus utilisée dans ce domaine, il y a Ionic. Donc Ionic, bon, c'est une plateforme qui a en fait profité des frameworks, on va dire Ionic. Il va utiliser en quelque sorte des frameworks JavaScript comme Angular. Donc au départ, il utilisait AngularJS dans sa version 1. Après, c'est Angular. Mais à partir, je crois, à partir de sa version 3, ou bien de la version 4, je ne me rappelle pas, en fait, Ionic a fourni la possibilité, je crois à partir de la version 4, Ionic a fourni la possibilité d'utiliser soit Angular, on peut utiliser React, JS, ou bien on peut utiliser Vue.js. Bon, c'est-à-dire, en fait, en quelque sorte, Ionic, il va utiliser un framework JavaScript parmi les frameworks les plus utilisés dans le domaine du développement web. Bon, ce qui permet de faciliter la création de l'application mobile. Et en même temps, il va utiliser Cordova. Donc, Cordova, c'est l'outil qu'il va utiliser. En fait, Cordova, mais également, il donne la possibilité d'utiliser d'autres outils pour pouvoir, à partir de votre application hybride, faire appel aux fonctionnalités natives du smartphone. Donc ça, c'est le développement hybride. Alors, à un moment donné, il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans, c'est Ionic qui s'est imposé, par exemple, dans ce domaine-là pour devenir la plateforme la plus prometteuse pour pouvoir développer facilement des applications mobiles, on va dire cross-platform. Donc avec Ionic, on peut développer une application en utilisant les technologies de développement web, HTML, CSS, JavaScript, avec des frameworks comme par exemple Angular. Et avec un outil comme Cordova, on arrive à développer facilement des applications mobiles cross-platform. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des applications mobiles qui pourront s'exécuter sur différentes plateformes. La même application, on peut l'exécuter sur Android, on peut l'exécuter sur iOS, on peut l'exécuter sur Windows Phone et d'autres plateformes. Alors ça, mais après, par la suite, les choses ont évolué également. Parce qu'après, on va voir que le développement basé sur tout ça, avec Ionic par exemple, le développement hybride, il a quelques inconvénients. Alors en fait, l'un des principaux inconvénients du développement hybride, c'est que en fait justement le rendu, c'est du rendu HTML. Ça veut dire que une application mobile, par exemple basée sur Ionic, c'est une application mobile. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est une application mobile
qui va, si vous voulez, quand vous générez la version Android à partir de l'application Ionic, ben, il vous génère une application Android. C'est-à-dire, on va voir tout à l'heure que pour développer une application Android, il faut créer ce qu'on appelle une activité. Alors, vous avez une application Android qui va démarrer au départ. Quand vous installez l'application, c'est une application Android. Et cette application Android-là, il utilise un composant, il démarre. C'est-à-dire, cette activité Android, il démarre un seul composant Android qui s'appelle WebView. Et ce composant WebView, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il démarre un micro-navigateur, c'est un browser web, à l'intérieur duquel il va tout simplement afficher une page de l'application, on va dire index.html. Index.html. Et dans ce cas-là, toute la logique présentation de l'application, c'est-à-dire tout ce que vous voyez dans l'application mobile, c'est du HTML, c'est-à-dire les composants web, les listes, tout ça. Et bien sûr, pour pouvoir donner un rendu qui est similaire aux composants utilisés dans les applications natives, et par exemple, avec Ionic, il fournit un framework CSS qui permet de fournir facilement des composants. Donc, le framework Ionic fournit des composants, voilà, des composants, des web components qui permettent de construire facilement les UI, c'est-à-dire tout ce qui est la partie, on va dire, interface graphique. Et donc, toute l'interactivité, tout ce qui s'affiche, c'est on va dire, c'est du web. Donc, et après, par la suite, à chaque fois que je veux utiliser des composants natifs, il faut utiliser du JavaScript. Alors, avec du JavaScript, quand je clique sur un bouton, j'appelle du JavaScript. Et généralement, la partie JavaScript, souvent, c'est un framework, Angular par exemple, ou bien React, ou bien Vue.js. Et à partir de JavaScript, ben justement, on va utiliser, comme d'abord, ce que je viens de dire, c'est on va utiliser les plugins Cordova. Ouais, les plugins Cordova, comme je disais, donc c'est des composants qui se basent. Donc vous avez une partie c'est du JavaScript et une partie c'est des codes natifs. Et c'est ces plugins Cordova qui vont permettre d'utiliser les composants natifs du smartphone. Quand je dis les composants natifs du smartphone, ça veut dire bon, les capteurs. Ça veut dire, par exemple, si vous voulez envoyer un SMS, vous voulez passer un appel téléphonique, vous voulez gérer tout ce qui existe dans le smartphone, c'est-à-dire si vous l'exécutez sur Android, donc il va falloir communiquer avec le framework Android, parce qu'en fait, c'est le framework Android qui fournit donc tous ces composants natifs. Alors, ce qui fait que donc l'interactivité, donc c'est-à-dire avec les composants natifs, c'est un peu lourd, c'est-à-dire il y a une perte de temps. C'est-à-dire, il y a quand même, parce que vous passez à partir du JavaScript, on va communiquer avec des composants natifs, et après, c'est les composants natifs qui vont se charger donc de faire appel aux fonctionnalités. Donc, ça veut dire qu'il y a ce pont. Il y a le pont entre la partie web et la partie native. Alors, ça, c'est ce qui fait que, bon, ça, c'est le premier inconvénient. Alors, le deuxième inconvénient, c'est le fait d'utiliser du HTML. Alors en fait, l'utilisation du HTML, c'est très pratique dans la majorité des applications, c'est bien. Mais il y a des applications dans lesquelles, par exemple, si vous voulez vous voulez créer un jeu, vous voulez créer une application dans laquelle vous avez des animations 3D, je sais pas, vous avez besoin de créer des interfaces qui sont très, très rapides. Alors généralement, plutôt, donc, ça donne pas de très bonnes performances. Comparé par exemple au développement natif. Parce qu'en fait, le développement natif, c'est que vous exploitez pratiquement tout ce qui est fourni par le framework natif. Ce qui fait, c'est plus rapide, c'est plus, on va dire, réactif. Alors ça, si vous voulez, ça c'est l'un des problèmes
qui était posé dans la plateforme, par exemple, dans la plateforme Ionic. Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a, après, par la suite, il y a Facebook qui a créé un framework, une plateforme qui s'appelle React Native, qui va permettre également de faire la même chose. Alors, en fait, React Native, donc, c'est une plateforme qui est basée sur du JavaScript et en utilisant le framework React.js. Alors, en fait, avec React Native, on ne va pas utiliser du HTML. Donc, ce qui fait React Native, il propose directement de créer toute une application qui est basée sur du JavaScript. C'est-à-dire que toute l'application que vous créez, c'est du JavaScript. Donc, il n'y a pas d'HTML. Mais au niveau de l'affichage, c'est-à-dire tout ce qui est la partie UI, bon, c'est plutôt la partie JavaScript va afficher les composants natifs du smartphone ou bien de l'appareil mobile. C'est-à-dire quoi? Bon, c'est-à-dire que quand vous créez par exemple avec React Native un bouton React Native, en fait, dans la base c'est du JavaScript, mais au moment de l'affichage, ce composant, ce bouton JavaScript, il va être remplacé par un bouton Android, par exemple, c'est-à-dire c'est pas un bouton natif, c'est-à-dire vous allez utiliser les composants graphiques de la plateforme. Et quand vous exécutez l'application sur, par exemple, la plateforme iOS, c'est le bouton iOS qui va s'afficher. Donc, c'est-à-dire que la particularité de React Native, c'est de dire tout simplement, on ne va pas se baser comme le faisait, par exemple, Ionic sur HTML pour pouvoir faire le rendu graphique ou bien le rendu de l'application, mais plutôt utiliser les composants natifs eux-mêmes. C'est-à-dire utiliser carrément tout ce qui est utilisé dans le framework natif. Alors, et pour le faire, c'est à partir de JavaScript qu'on va pouvoir chercher ces composants et les afficher. Alors ça, c'est la technique qui est offerte par React Native, ce qui fait que React Native a fourni si vous voulez, une solution qui est relativement plus performante que Ionic, c'est-à-dire que le développement hybride basé sur le web et le natif. Alors, il y a également, en fait, après je vais revenir sur les petits détails de ça. Il y a également, Microsoft a créé sa propre plateforme comme React Native, la même, si vous voulez, presque la même architecture de React Native, sauf qu'au lieu d'utiliser du JavaScript, donc la plateforme s'appelle Xamarin, et bien tout simplement, on va utiliser du C# tout simplement, et le framework .NET. Donc, ce qui fait que les développeurs Microsoft, généralement, qui ont l'habitude d'utiliser donc le framework .NET, bon, généralement, ils trouvent que c'est plus simple d'utiliser Xamarin pour développer des applications mobile cross-platform. Mais par contre, ceux qui travaillent avec React.js pour développer des applications web, ben, ils trouvent que React Native, si vous voulez, c'est plus agréable. Donc, en tout cas, React Native s'est imposé plus à partir de, si vous voulez, de 2016. À partir de 2016, React Native s'est imposé comme la plateforme la plus prometteuse pour développer des applications mobile cross-platform. Et après, les choses vont encore changer. À partir de 2018, à partir de 2018, il y a Google qui a créé une autre plateforme qui est encore beaucoup plus performante, qui s'appelle Flutter. Alors en fait, Flutter, bon, on va voir tout à l'heure que en fait, le problème de React Native également, c'est quoi? C'est que quand vous exécutez l'application, vous créez des composants JavaScript dans la base. Mais après, à chaque composant JavaScript, on va le traduire, c'est-à-dire, il faut le remplacer par un composant natif. Donc ça veut dire qu'au moment de l'exécution, il y a, si vous voulez, une correspondance qui se fait entre les composants JavaScript et les composants natifs. Il y a une traduction, soi-disant. Alors ce pont, le pont qui permet de passer des composants JavaScript vers les composants natifs, c'est également, c'est-à-dire, ça alourdit en quelque sorte l'application. Parce qu'en fait, c'est un temps, c'est quelque chose qui se fait au moment de l'exécution. Donc ce mapping entre les composants JavaScript et les composants natifs, donc il y a une perte de temps à ce niveau-là.
Donc, ce qui fait, en fait, Flutter, lui, il va venir pour une architecture qui est beaucoup plus différente. C'est tout simplement Flutter et il vous dit, voilà, développez une application une seule fois, mais une fois que vous la développez, vous la compilez et une fois que vous la compilez, vous obtenez directement des applications natives. C'est-à-dire avec Flutter, quand vous développez votre application, à la fin, vous allez obtenir une application native, c'est-à-dire native Android, et vous allez obtenir une application native iOS. Donc un seul développement cross-platform, mais qui vous permet d'obtenir directement des applications natives. Alors du moment que c'est des applications natives qu'on obtient, bon, c'est-à-dire c'est comme si vous dites vous obtenez une application 100% Android, une application 100% iOS. Il n'y a pas de JavaScript, il n'y a pas de HTML, il y a carrément, c'est du code natif qui est généré. Donc, ce qui fait que, voilà, donc Flutter, donc, il s'est imposé encore comme la technologie, comme l'une des technologies les plus prometteuses encore. Donc, ce qui fait que actuellement, bon, on va dire que la concurrence, on va dire, c'est-à-dire les plateformes les plus utilisées qui sont maintenant en premier plan, il y a Flutter et React Native. Et bon, après, donc, nous allons voir que dans notre cas, nous allons beaucoup travailler avec Flutter et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons nous concentrer beaucoup sur la plateforme Flutter pour développer des applications cross-platform. Alors, en fait, pour développer des applications basées sur Flutter, donc Google, c'est basé sur un langage de programmation qui s'appelle Dart. Alors, en fait, le langage de programmation Dart, bon, c'est un langage de programmation qui a été créé et qui est inspiré des deux langages. D'un côté, Java, donc c'est-à-dire le langage Dart, il a pris c'est-à-dire les bons atouts de Java, comme langage structuré, et donc vous créez des classes, les interfaces. Vous faites, c'est plus simple. Quelqu'un qui fait de la programmation Java, c'est plus rapide de maîtriser le langage Dart. Mais également, il a pris quelques avantages de JavaScript. Pourquoi? Parce que JavaScript, il a des atouts. Les atouts, c'est que c'est un langage qui est dynamique. Bon, ça veut dire on n'est pas obligé de déclarer c'est pas un langage déclaratif. Donc, ce qui fait parfois, il y a des structures qu'on manipule avec JavaScript d'une manière très simple, si vous voulez, comme on le fait dans, par exemple, Java. Donc, ça veut dire, Dart, lui, il s'est basé sur ça. Donc, c'est-à-dire un langage qui va prendre les avantages ou bien les atouts de Java, les atouts de JavaScript, et vous avez un langage qui est beaucoup simple à utiliser. Donc, ça veut dire que les développeurs qui sont issus du langage Java, ils vont se retrouver facilement. Ceux qui ont déjà travaillé avec du JavaScript, ils vont se retrouver facilement. Et voilà, donc ce qui fait que donc ce langage-là, bon, c'est le langage qui va être utilisé pour pouvoir développer des applications, on va dire, basées sur Flutter. Alors bien sûr, le langage, juste si vous voulez connaître un peu l'histoire, en fait, le langage Dart, c'est un langage qui a été développé par Google. Donc au début de 2011, ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années. En fait, ce langage Dart a été créé principalement, c'est pour chercher une alternative à JavaScript. Parce que vous savez qu'à l'époque, JavaScript, pour travailler, pour développer des grandes applications avec JavaScript, c'est compliqué. Parce qu'en fait, JavaScript, c'est un langage qui n'est pas structuré, on va dire. C'est très difficile de développer des applications structurées, de grandes applications structurées avec du JavaScript. Donc, ce qui fait que Google, il avait créé ce langage qui s'appelait Dart pour donner une alternative, c'est-à-dire pour remplacer soi-disant JavaScript. Alors, sauf que ce qui s'est passé, c'est que JavaScript, c'est-à-dire à ce moment-là, il y avait un langage qui est développé qui est TypeScript, c'est-à-dire JavaScript lui-même, il s'est développé. Donc, avec TypeScript, donc qui a offert également un moyen très simple pour développer des applications JavaScript. Donc, ce qui fait que, on va dire que Dart n'a pas pu concurrencer JavaScript. Bon, ce qui fait que ce langage-là, il est resté dans les tiroirs de Google
jusqu'à 2016, jusqu'à ce que le framework Flutter a été créé. Et bien tout simplement, ils vont utiliser ce langage-là pour être le langage principal qui sera utilisé pour développer des applications Flutter. Mais après, vous allez voir que Dart, c'est un langage qui peut être utilisé aussi bien pour développer des applications mobiles. On peut l'utiliser également pour développer des applications web, mais également on peut l'utiliser pour développer des applications desktop. C'est-à-dire, l'idée c'est Flutter, c'est un framework qui peut être utilisé pour plein de choses. Voilà, alors ça c'est en quelque sorte un petit résumé sur, on va dire, l'écosystème des technologies utilisées pour développer des applications mobiles. Donc je résume ce que je viens de dire. Alors, ce que je viens de dire, c'est il y a deux façons pour développer des applications mobiles. Il y a ce qu'on appelle le développement mobile natif, qui consiste à développer, à écrire l'application mobile directement dans le langage natif de la plateforme. Par exemple, utiliser Java pour développer l'application Android. Ensuite, utiliser Objective-C ou Swift pour développer l'application iOS. Ensuite, utiliser le langage C# pour développer l'application, par exemple, Windows Phone. Alors, l'avantage du développement natif, c'est que les applications natives sont plus rapides. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte cher. Ça prend beaucoup de temps pour développer des applications natives pour les différentes plateformes. Ça veut dire que si vous voulez le time to market, le temps qu'il faut pour que le produit soit chez le client, c'est un peu long. Alors c'est la raison pour laquelle ce qui pousse les entreprises généralement à opter pour ce qu'on appelle le développement mobile cross-platform. Alors en fait, le développement mobile cross-platform, donc on va dire, l'idée c'est quoi? C'est de développer une application mobile une seule fois, écrire l'application mobile avec un seul framework, un seul langage. Une fois qu'elle est écrite, et bien l'application, on obtient les versions sur différentes plateformes, Android, iOS et d'autres plateformes. Alors dans le cross-platform, il y a, on va dire, il y a le développement qui était connu par le terme hybrid. En fait, le développement hybride, c'est le fait de développer une application en deux parties. Il y a une partie, tout ce qui est les IHM, tout ce qui est la partie UI, il est basé sur HTML, CSS et JavaScript. Mais il y a la partie native. Alors pour pouvoir utiliser les fonctionnalités natives de l'appareil mobile, on va utiliser des plugins comme par exemple Cordova qui vont permettre à partir de JavaScript d'accéder aux fonctionnalités natives de l'appareil mobile. Alors bien sûr, parmi les technologies, il y a Ionic. Et nous avons également expliqué que l'un des inconvénients de Ionic justement, c'est un peu cette partie, le fait d'utiliser un WebView qui est basé sur, qui permet d'afficher donc les composants HTML. Donc tout ça, c'est la raison pour laquelle il y a d'autres plateformes qui sont créées. Donc il y a React Native qui est basé complètement sur 100% sur JavaScript, Xamarin qui va utiliser le langage C#. Et après, il y a Flutter, lui, qui est venu avec une solution qui est beaucoup plus innovante, qui permet directement de créer une application avec le framework Flutter en utilisant un langage Dart. Et à la fin, on obtient directement la version native Android et la version native iOS. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des Oui, questions? monsieur. Ben, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, si vous voulez, donc je vais récapituler en termes d'architecture pour avoir un peu une idée. Alors, si vous voulez, donc dans le développement mobile cross-platform, donc comme je disais, donc il y a, on va dire, il y a trois solutions possibles qui existent. Il y a la solution hybride, donc qui parmi les plateformes qui font du développement hybride, donc comme je disais, il y a Ionic, il y a PhoneGap, Mobile First, il y en a d'autres. Alors, en fait, dans le développement mobile cross-platform, qu'est-ce qui se passe? L'application,
il va utiliser du HTML, CSS et JavaScript. Généralement, on utilise un framework JavaScript comme Angular ou React pour faciliter un peu les choses. L'application hybride, qu'est-ce qu'il fait généralement? Quand on démarre l'application hybride, on démarre une petite application native qui va afficher un composant natif qui s'appelle WebView. Et le composant natif WebView, lui, c'est un composant qui va utiliser le micronavigateur, le browser si vous voulez, le micronavigateur de l'appareil mobile pour pouvoir afficher l'application web, on va dire la partie web de l'application mobile, souvent c'est index.html. Et à partir de la partie HTML, on va utiliser du JavaScript pour accéder aux fonctionnalités natives du téléphone, par exemple les capteurs Bluetooth, la géolocalisation, la caméra, donc tous les composants natifs. Pour pouvoir y accéder, ben, il faut passer par un bridge. Il y a un pont. Et ce bridge-là, c'est Cordova, par exemple. Bon, c'est des plugins Cordova. Comme je disais, donc, un plugin Cordova, donc, si vous voulez, se compose de deux parties. Il y a une partie JavaScript qui va permettre à l'application directement d'interagir. Et une partie, il y a la partie native. Si c'est une application Android, c'est du Java qui va utiliser directement les composants natifs du framework Android. Et si c'est du, par exemple, iOS, donc ça va être c'est du Objective-C pour faire ça. Alors en tout cas, donc ça c'est mais il y a un pont. Et ce pont-là, ça ralentit on va dire l'exécution de l'application. Parce qu'en fait, pour pouvoir, même JavaScript, accéder aux fonctionnalités natives, il faut passer par ce pont-là, ce bridge. Alors la deuxième solution, c'est la solution qui est fournie par React Native, Xamarin par exemple. L'idée c'est quoi? C'est que l'application, c'est forcément c'est du JavaScript, notamment si par exemple si c'est du React Native. L'application vous l'écrivez 100% avec du JavaScript, mais même les composants, il n'y a pas de HTML, hein, il n'y a pas de CSS, tout ça c'est du composant JavaScript, ce qui fait React Native a dû créer ce qu'on appelle les composants JavaScript de l'application. Donc ça veut dire que si vous créez un bouton, par exemple avec React Native, quand vous créez un bouton, bon, en réalité c'est un bouton JavaScript de React Native que vous créez, mais au moment de l'exécution, et bien tout simplement, ce n'est pas le bouton JavaScript qui va s'afficher, mais plutôt c'est le bouton natif. Par exemple, si vous travaillez sur Android, au moment de l'exécution, il y a encore un bridge, il y a un pont qui va permettre de prendre, donc pour un composant JavaScript, il va, par exemple, ça c'est un bouton, ben, il va chercher un bouton natif. Donc, c'est-à-dire, il va chercher un bouton natif de Android. Si c'est dans iOS, il va chercher un bouton natif iOS. Et ce bouton-là, il va l'afficher dans un composant qui s'appelle Canvas. En fait, le composant Canvas, c'est un composant natif qui est utilisé pour pouvoir dessiner l'application. Donc, ça veut dire que finalement, avec React Native, quand vous l'exécutez, si vous l'exécutez sur Android, il va vous afficher le bouton par exemple Android. Si vous l'exécutez sur iOS, il va aller chercher on va dire le bouton iOS et l'afficher toujours dans le composant Canvas. Et après, par la suite, pour pouvoir utiliser les fonctionnalités natives, ben, il faudrait également passer par ce bridge. À partir de JavaScript, il faut accéder, bien sûr, à ces composants natifs. Donc, c'est-à-dire, on a toujours ce pont. Il y a un bridge qui va permettre toujours, au moment de l'exécution, de faire le mapping entre les composants JavaScript et les composants Android. Plutôt les composants natifs. Alors après, par la suite, pour pouvoir communiquer avec les composants natifs, donc il va pouvoir utiliser la notion d'événement. Il va pouvoir émettre des événements vers ce qu'on appelle des intents, c'est ce que nous allons voir après, pour pouvoir communiquer avec les composants natifs. Donc ce qui fait, il y a quand même un peu on va dire, il y a une perte de temps entre, c'est-à-dire au moment de l'exécution, qui est bien sûr créé par ce bridge. Et après, la troisième
la troisième, si vous voulez, solution qui est apportée par Google, c'est Flutter. Bon, c'est une approche complètement différente et dans laquelle c'est que quand vous créez une application en fait Flutter, vous travaillez avec Dart, mais une fois que vous la compilez, vous obtenez directement des composants natifs. C'est-à-dire, il n'y a plus du JavaScript, il n'y a plus du HTML, c'est du code natif. C'est-à-dire, vous allez avoir une application native Android et une application native iOS. Ben, c'est des codes binaires. Ça veut dire que Google, en fait, si vous voulez, Flutter, il a dû développer tous les composants de l'application native. C'est-à-dire, il a développé ses propres composants. C'est-à-dire, il a ses propres composants Android et ses propres composants iOS qui sont développés en Flutter. Donc, ce qui fait, quand je développe une application avec Flutter, eh bien, tout simplement, j'utilise directement des composants natifs qui sont fournis par Flutter. Autrement dit, quand j'exécute une application Flutter, c'est un composant natif Flutter qui va s'afficher. Que ce soit sur la plateforme Android ou bien la plateforme iOS. Alors, quand je crée un bouton, c'est un bouton Flutter. C'est un bouton Flutter. Mais c'est un bouton en langage natif. Ce qui fait, c'est le même design, c'est le même bouton Flutter qui va s'afficher aussi bien sur une application Android que sur une application iOS. Donc, Flutter ne va pas chercher à utiliser les composants, qui sont fournis par le framework natif. Il a développé ses propres composants. Et l'un des points forts de Flutter, c'est que lui, il a utilisé son propre moteur de rendu, c'est-à-dire que tout ce qui est l'affichage, c'est Flutter qui le fait. Donc, il a utilisé un moteur de rendu qui s'appelle Skia, qui est très connu, qui est basé sur le concept de ce qu'on appelle Material Design, qui consiste tout simplement en fait à fournir un design qui est très intéressant et qui est très rapide, c'est-à-dire le rendu il est très rapide, mais en même temps il donne beaucoup de possibilités. Donc ce qui fait que en fait Flutter, voilà, c'est la raison pour laquelle on peut d'années, depuis 2018 jusqu'à maintenant, c'est pratiquement il est devenu donc l'une des plateformes les plus courtisées par les entreprises. Donc voilà la raison pour laquelle donc nous avons choisi, bon moi personnellement donc depuis l'année dernière, donc j'ai choisi en fait on va dire plutôt de se concentrer plus sur Flutter que sur les autres plateformes. Alors c'est juste question de temps parce que quand souvent on a beaucoup de temps, on traite toutes ces plateformes Ionic et React Native et Flutter. Mais vous savez, le cours que je vous fais, donc c'est un élément de module, donc c'est pas un module complet. Donc ce qui fait, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord à faire un peu de développement natif, parce qu'il faut connaître quand même comment développer des applications Android natives, c'est très important. Et juste après, on va se concentrer plus, la bonne partie du temps, on va le consacrer à Flutter. Et c'est avec Flutter que vous allez voir comment vous développez facilement vos applications. Et on va faire également des projets à ce niveau-là. Et vous aurez plutôt à exploiter ça parce que c'est très important, en tout cas pour votre carrière. Donc, sachant qu'en même temps, dans le même module, vous avez un cours concernant la partie IoT. Donc, ce qui fait que, voilà, donc c'est toujours, l'idée c'est comment, vous savez, bon, dans le domaine du Big Data, les applications mobiles et les capteurs d'une manière générale, les senseurs, le IoT, c'est quelque chose de très très important. Donc, on va dire, les applications, en fait, c'est la source de l'information. Parce qu'en fait, pour produire le contenu, pour produire les données, d'une manière générale, ça provient de ça, soit à partir des applications mobiles, soit à partir des capteurs de IoT, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose que vous allez voir, ça fait partie de l'ensemble des cours que vous allez faire.
Alors, ce que je n'ai pas dit ici, donc, c'est que dans Flutter, Flutter, le seul composant qu'il va utiliser pour dessiner, parce que tout ce qui est dessiné dans Flutter, c'est Flutter qui le dessine. Le seul composant qu'il utilise dans la plateforme, c'est le composant Canvas. Bon, Canvas, donc c'est le composant qui est utilisé pour pouvoir, généralement, c'est le premier composant qui s'affiche, c'est un cadre dans lequel il va dessiner en fait les composants natifs. Et après, pour communiquer avec c'est-à-dire les fonctionnalités natives, donc il va utiliser donc c'est-à-dire les composants, les événements, qui sont plutôt les composants qui permettent de dispatcher des événements dans l'application native, plutôt dans la plateforme native. Donc ça, c'est les composants qui sont utilisés. Mais tout le reste, c'est des choses qui sont écrites en binaire, c'est-à-dire c'est des composants natifs qui sont développés et qui sont dessinés, qui sont produits par Flutter. Bon, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair aussi. Oui. Alors, donc, si on essaie de répondre à la question, alors, entre le développement, entre ces trois plateformes de cross-plateforme, logiquement, quelle est la plateforme qui permet de produire des applications plus rapides? Plateforme native. Ouais. Alors, je parle bien, je reste juste le cross-plateforme. C'est Flutter, on est bien d'accord. Parce qu'en fait, la partie hybride, il y a un bridge. Et le React Native, il y a un bridge. Mais ici, sur Flutter, il n'y a pas ce bridge. C'est-à-dire, c'est une application native. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez comparer Flutter au développement natif, carrément. C'est-à-dire, parce que le développement natif, c'est le plus rapide. Mais du moment que Flutter permet d'obtenir carrément des applications natives, donc vous pouvez dire que finalement, quand vous faites du développement Flutter, c'est des cross-platform. C'est pour cela qu'on native cross-platform. Native cross-platform, c'est-à-dire c'est des cross-platform, mais en même temps, c'est développer en réalité des applications natives. Donc voilà la raison pour laquelle, si vous voulez, à mon avis, il faudrait plutôt donc adopter cette plateforme pour développer vos applications mobiles. Et vous allez voir que c'est vraiment agréable et c'est très, 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 très intéressant. Mais bien sûr, l'empêche qu'on peut bien utiliser React Native aussi. Il y en a ceux qui travaillent avec. En fait, mais ceux qui ont utilisé les deux, forcément, ils vont vous dire que Flutter, c'est mieux. Voilà. Alors, si vous voulez maintenant, on va passer sur d'abord un petit passage sur le développement natif. Donc, on va d'abord voir en fait le développement natif Android. En fait, d'abord, c'est quoi Android? Android, d'abord, c'est un OS mobile qui est open source. Bon, normalement, c'est un système d'exploitation Android dans la base. C'est un système d'exploitation qui est basé sur Linux et qui a été créé notamment pour on va dire les appareils mobiles comme les smartphones, les PDA, les MP3, les Web TV, plutôt les Smart TV, etc., les tablettes. C'est un OS mobile qui a été conçu initialement par une startup qui s'appelait Android Inc. Et cette startup a été rachetée par Google en 2005. Donc Android, il est conçu pour les appareils mobiles au sens plus large. Comme je disais, donc ça peut être les smartphones, les Smart TV, ça peut être les systèmes embarqués, etc. Donc, il ouvre pas mal de possibilités d'utilisation, principalement pour les smartphones, parce que là, c'est là on va retrouver beaucoup sur les smartphones, les tablettes. Et il faut noter que la plateforme Android se compose d'un ensemble de couches, d'un ensemble de composants. Il y a d'abord le système d'exploitation, c'est un système d'exploitation Linux. Bon, c'est un système qui est optimisé pour les appareils mobiles. Ensuite, il y a des bibliothèques graphiques et multimédia qui sont fournies natives, forcément parce que quand vous utilisez votre smartphone, souvent vous trouverez donc pas mal de librairies qui sont utilisées pour pouvoir bien sûr les exploiter. Ensuite,
Euh, En fait, pour le système Android, il est basé sur le langage Java. Donc, ça veut dire que tout le système, tout le framework Android s'exécute en utilisant une machine virtuelle Java. Ça veut dire qu'il y a une machine virtuelle Java, mais ce n'est pas la même machine virtuelle Java qui est utilisée pour les applications desktop. Alors, il y a une machine virtuelle Java qui est optimisée, on va dire, pour le système Android. Alors, cette machine virtuelle Java, ça s'appelle la machine virtuelle Java de Dalvik. Dalvik Virtual Machine. Alors ensuite, il y a le framework Android. Alors maintenant, l'application elle-même, si vous voulez développer une application Android, ben, il faut utiliser le framework. Si vous voulez, le framework, c'est lui qui va offrir le cadre qui va vous permettre de créer facilement les composants Android, la gestion des fenêtres, la gestion, voilà, donc vous avez un tas de composants que vous pouvez utiliser facilement pour construire les applications. Et après, vous avez donc par la suite, donc dans le système Android, bien sûr, quand vous installez le système Android, il vous installe également des applications que vous pouvez exploiter comme le navigateur web, des applications de gestion de contact pour passer les appels téléphoniques, le calendrier, etc. Donc, si vous voulez, on peut dire que d'une manière générale, quand vous démarrez le système Android, vous démarrez donc d'abord un système, le kernel, le noyau, c'est Linux, parce qu'en fait, c'est l'OS Linux que vous démarrez. Bien sûr, vous savez que le rôle d'un système d'exploitation, c'est d'abord de fournir les drivers pour la gestion des entrées-sorties. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, par exemple, pour utiliser les capteurs, chaque capteur, vous savez, il faut noter juste que dans un smartphone, par exemple, parfois, il y a une centaine de capteurs. Parfois, que vous n'exploitez pas, mais justement, les applications mobiles devraient exploiter donc ces capteurs. Donc, le noyau Linux donc, va fournir donc, les drivers, par exemple Bluetooth, caméra, etc. Donc, tout ce qui concerne la gestion des entrées-sorties. USB, le Wi-Fi, voilà, pour l'audio, pour l'affichage, etc., etc. Donc, ça, il fournit, donc, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ensuite, il y a des librairies natives. Alors, ces librairies natives qui sont fournies avec le système Android, on va y retrouver par exemple pas mal de librairies pour tout ce qui est la sécurité SSL, il y a un micro-navigateur. Il y a par exemple une base de données embarquée qui s'appelle SQLite. Alors, généralement, dans les applications mobiles, si on veut par exemple stocker les données dans le smartphone, dans une petite base de données embarquée, donc il y a SQLite. Mais il y a d'autres solutions, bien sûr, on va voir. Etc. Donc, il y a pas mal de librairies natives qui sont fournies. Et après, par la suite, il y a une machine virtuelle Java. Et cette machine virtuelle Java, ça s'appelle voilà, Dalvik Virtual Machine. Alors, cette machine virtuelle Java, une fois qu'elle démarre, c'est à ce moment-là que le framework va démarrer. Donc, après, il y a le framework Android. Bien sûr, le framework Android, il offre des composants. Il permet de créer une application sous forme de ce qu'on appelle de composants. Alors on va voir donc Android il fournit donc ce qu'on appelle des composants Activity. Il y a Activity Manager qui va gérer les activités, Window Manager qui va gérer les fenêtres, Content Provider qui va vous permettre d'accéder au contenu, par exemple la librairie par exemple de photos, en fait, la galerie, tout ça. La gestion de l'affichage, etc., le système de notification, parce qu'on va voir que la communication entre les différents composants de Android se font en échangeant des messages, etc. Et après, il offre pas mal de composants, par exemple pour la géolocalisation, pour accéder aux capteurs, etc. Donc, c'est-à-dire, tout ça, c'est du Java. Le framework Android, c'est du Java. Bien sûr, donc, on va dire, cette brique qui est développée en Java, ben, c'est cette brique-là qui va finalement permettre d'accéder à ces librairies pour pouvoir communiquer avec les drivers matériels, bien sûr, du smartphone, pour pouvoir exploiter c'est-à-dire les capteurs en quelque sorte. Une fois que le framework va démarrer, viennent les applications. Alors, l'application elle-même, ben, tout simplement, les applications que vous allez créer. Donc, maintenant, quand vous allez développer votre application, vous êtes là. Alors, quand vous développez vos applications, vous allez créer ce qu'on appelle des applications Android, c'est du Java.
Et après, par la suite, bien sûr, tous les composants que vous créez, on va voir quels sont les différents composants d'une application. Finalement, qu'est-ce qui va les exécuter? C'est le framework Android. C'est le framework Android qui va exécuter tous ces composants. Et bien sûr, ces composants-là, donc c'est le framework Android qui va permettre à votre application d'accéder au reste. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, derrière, il y a une machine virtuelle Java qui va pouvoir exécuter, donc bien sûr, c'est-à-dire qu'il va pouvoir exécuter le framework Android. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui? j'ai pas bien compris cette partie puisque j'avais un problème de connexion. Alors, en Donc, si résumé, vous pouvez résumer pour oui. moi. Alors, en résumé, donc, en principe, quand vous démarrez un système Android, la première des choses que vous démarrez un système Linux. Donc, c'est-à-dire le système Android, il est basé sur Linux. Donc, vous démarrez d'abord un noyau Linux. Alors, bien sûr, ce noyau Linux, il fournit un ensemble de librairies natives. Et une fois que le noyau Linux est démarré, il y a une machine virtuelle Java qui est démarrée. Cette machine virtuelle Java, c'est une machine qui est optimisée pour le système Android. C'est ce qu'on appelle la machine virtuelle Java de Dalvik. Une fois que, bien sûr, la machine virtuelle Java est démarrée, ben, le framework Android va démarrer. En fait, le framework Android, c'est du Java. Et une fois que le framework Android est démarré, alors par la suite, vous pouvez exécuter les applications. Alors, toutes les applications que vous créez, qui sont fournies dans le smartphone Android, elles sont exécutées avec le framework Android. Donc, c'est-à-dire, c'est le framework Android qui gère le cycle de vie des composants de l'application. Et parmi les applications, il y a les applications que vous allez développer vous-même. Et donc, quand vous créez une application Android, c'est que vous êtes en train de créer ce qu'on appelle des composants qui sont fournis par le framework Android. Et une fois que vous créez votre application, bien, tout simplement, votre application elle est exécutée par Android, mais le framework lui-même il est exécuté par la machine virtuelle. Mais derrière la machine virtuelle, il y a quand même le noyau Linux, c'est lui qui fournit les drivers matériels, en fait les drivers logiciels qui permettent de gérer les entrées-sorties, c'est-à-dire d'accéder au capteur, d'accéder à tout ce qui concerne les entrées-sorties de votre appareil mobile. Voilà le résumé. C'est clair? Oui, monsieur. Alors, maintenant, donc, nous allons voir maintenant l'application Android. De quoi se compose une application Android? Alors, en fait, une application Android se compose d'un ensemble de composants. Alors, je répète ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, d'abord, un système Android, il y a d'abord le matériel. Il y a le device, il y a la partie matérielle. Alors, quand vous avez votre smartphone, quand vous le démarrez, le premier qui démarre, c'est le système Linux. Ensuite, il va bien sûr exposer, il fournit donc un ensemble de librairies natives. Et ensuite, il y a la machine virtuelle Java qui va démarrer, la machine virtuelle Java de Dalvik. Et ensuite, il y a le framework Android qui va démarrer. Et maintenant, le framework Android, c'est lui qui va gérer l'application. Alors maintenant, votre application, qu'est-ce qui va l'exécuter finalement? C'est le framework Android. Alors en fait, le framework Android, c'est ce qu'on appelle un conteneur. Parce qu'en fait, c'est lui qui gère tous les composants de votre application. Alors maintenant, l'application elle-même se compose d'un ensemble de composants. Alors, les premiers composants les plus importants dans une application Android, c'est ce qu'on appelle les activités. Alors en fait, l'activité, c'est la partie UI de l'application. C'est-à-dire l'activité, c'est la partie qui va interagir, avec laquelle l'utilisateur va interagir. En fait, une activité, généralement, elle est basée sur le modèle MVC, modèle View Controller, qui fait que l'activité, généralement, il va d'abord afficher des vues. Il y a une vue qui s'affiche. Il va afficher des composants Android. C'est-à-dire, si vous voulez afficher quelque chose, il faut démarrer une activité. L'activité affiche une vue. Et après, pour afficher une vue, donc c'est des composants Android qui sont affichés. Alors, comme exactement comme vous avez, par exemple, fait avec JavaFX.
dans JavaFX, pour pouvoir afficher des interfaces graphiques, vous utilisez des composants JavaFX. Et c'est la même chose pour Android. Vous avez des composants Android. Il y a des boutons, il y a des listes, il y a pas mal de trucs que vous pouvez utiliser pour la partie UI. Et après, nous allons voir que pour créer les vues de l'application, d'une activité, les vues d'une application Android, on peut directement créer les composants Java, directement, on peut les instancier directement dans l'application avec du code Java. Mais dans la majorité des cas, on utilise XML. C'est-à-dire, on peut par exemple utiliser ce qu'on appelle des layouts XML pour pouvoir construire, si vous voulez, les vues de l'application. Exactement comme JavaFX. Parce qu'en fait, dans JavaFX, vous avez deux possibilités. Soit que vous créez les composants avec du Java, ou bien vous, pardon, ou bien vous pouvez créer un fichier XML dans lequel vous déclarez les composants et que votre application, quand elle démarre, il va lire ce fichier XML, mais quand il va le lire, c'est elle qui va commencer à créer ces composants-là graphiques. Bon, en tout cas. Et généralement, l'utilisateur, quand une vue s'affiche, l'utilisateur va interagir avec la vue, avec des événements. Bon, l'utilisateur, il va cliquer sur un bouton, etc. Et souvent, quand il va interagir avec la vue, à chaque événement qui se produit sur la vue, on fait appel à un contrôleur. En fait, le contrôleur, si vous voulez, c'est la partie qui va donner la réponse aux événements. Par exemple, quand je clique sur un bouton, j'appelle du code Java qui va permettre d'effectuer un traitement. Mais une fois que le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il va faire des traitements, il prépare les données. Ensuite, ces données, il va les stocker dans un objet qui s'appelle le modèle. Une fois que les données sont stockées dans le modèle, et bien tout simplement, ces données vont être affichées par la vue. Bon, je vous rappelle juste que MVC, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi de MVC? C'est que vous avez un utilisateur, lui, il interagit uniquement avec la vue. View. En fait, la vue, c'est la partie qui s'affiche. C'est ce qui est affiché. Généralement, quand un utilisateur interagit avec la vue, il va, par exemple, cliquer sur un bouton, par exemple, il va émettre un événement, et à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans la vue, on va faire le traitement. Et pour faire le traitement, on fait appel à un contrôleur. C. En fait, le contrôleur, si vous voulez, c'est à peu près ce que vous faites dans, par exemple, JavaFX, quand vous dites, voilà le bouton, Action Performed, ou bien on clique, ou là, je sais pas quoi. Bon, c'est-à-dire, quand je clique sur un bouton, alors, le code que vous mettez, par exemple, dans une partie, par exemple, Action Performed, ou bien click, ou je sais pas quoi, ben c'est ce qu'on appelle le contrôleur. Donc, quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel au contrôleur. Le contrôleur va effectuer des traitements. Une fois qu'on va faire des traitements, il va chercher les données. Alors, généralement, pour chercher les données, dans la majorité des cas, le contrôleur va faire appel à la partie back-end. En fait, la partie back-end, c'est la partie qui se trouve dans des serveurs. Souvent, c'est des web services, c'est des REST API. Bon, ça, c'est la partie courte que nous allons faire dans la partie J2E. C'est-à-dire que le contrôleur souvent, pour faire des traitements, il envoie des requêtes HTTP vers la partie back-end. C'est du HTTP, souvent dans la majorité des cas. C'est pas forcément, ça peut être autre chose. Bon, la partie back-end, c'est la partie back-end qui va se connecter vers les bases de données, généralement. Et pour développer la partie back-end, bon, ça peut être du Spring, Java, ça peut être PHP. Bon, l'essentiel, il y a des technologies back-end que j'en ai déjà parlé la dernière fois dans le dernier cours du lundi. Et on récupère les données. Alors, les données généralement qui sont retournées par la partie back-end, c'est des données en format souvent JSON. Une fois que ces données-là arrivent vers le contrôleur, ben, ces données-là, il va les stocker dans des objets Java, dans un composant qui s'appelle le modèle M. Vous voyez donc ici, quand il y a un événement qui arrive, le contrôleur est appelé, le contrôleur va faire le traitement. Le contrôleur va chercher les données. Bon, lui, il va se débrouiller, tout dépend de l'application.
Parfois, ça peut être des calculs, ça peut être, parfois, on fait appel à la partie backend pour récupérer des données. Donc, ensuite, on va stocker les résultats dans le modèle. Ça, c'est R. Une fois que les résultats sont stockés dans le modèle, qu'est-ce qui reste? La vue va afficher ces résultats. Donc, ça veut dire, généralement, le contrôleur, il va faire ce qu'on appelle une notification. Il va dire à la vue, ça y est, les données sont prêtes. Et dès que les données sont prêtes, la vue, automatiquement, elle va afficher les résultats qui se trouvent dans le modèle. Et après, on voit donc la vue qui s'affiche. Et on reprend. Je clique sur un bouton, il y a un traitement qui se fait, et là, je vois le résultat. Mais généralement, bon, ça, c'est le pattern MVC. Donc, le composant le plus important, on va dire, dans une application Android, c'est l'activity. Donc, si vous voulez créer une application Android, bah, vous créez une activité. Parce qu'en fait, l'activité, c'est celle qui va afficher en fait, la partie UI de l'application. Bon, après, l'activité, ce n'est pas le seul composant qu'on va utiliser pour développer des applications Android. On peut également créer ce qu'on appelle des services. En fait, les services, c'est quoi? Les services, c'est des composants Android qui permettent de faire ce qu'on appelle des traitements de fond. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services, forcément, n'ont pas de vue. Un service, c'est un composant qui démarre dans l'application et généralement qui écoute des événements. Il a un listener, il écoute des événements. Une fois qu'un événement se produit dans l'application, il fait un traitement. Et quand il fait un traitement, son traitement ce n'est pas forcément un affichage. C'est-à-dire, je vous donne juste un exemple. Par exemple, je peux démarrer un service qui va par exemple être à l'écoute des appels téléphoniques. Un service qui va utiliser un composant qui va permettre d'écouter les appels téléphoniques. Bon, c'est ce qu'on va appeler également les broadcast receivers. Donc le service, il va écouter les événements, l'appel téléphonique, et dès qu'il y a un appel qui arrive dans le smartphone, le service va déclencher un traitement. Et quand il va déclencher un traitement, il va regarder par exemple le numéro de téléphone de la personne. Ensuite, il va consulter par exemple la liste des rejets. Et si par exemple ce numéro de téléphone fait partie de la liste des rejets, ben, l'appel va être rejeté. Alors si vous voulez, bon, ça vous arrive parfois d'utiliser une activité. Donc la gestion des appels téléphoniques, ça c'est un exemple. Alors quand vous lancez avec l'application pour faire les appels téléphoniques, normalement il a une interface. Donc vous lancez l'activité. L'activité, c'est la partie UI. Mais dans cette partie UI, vous avez quelque chose, par exemple, ajouté à la liste des rejets. Et quand vous ajoutez un numéro de téléphone à la liste des rejets, donc tout simplement, c'est que vous avez une liste que vous allez configurer, mais derrière, il y a un service. Mais le service qui va écouter toujours l'appel téléphonique, donc une fois que le service détecte qu'il y a un appel téléphonique, eh bien, tout simplement, il va tout simplement consulter la liste des rejets, et dès qu'il y a un problème, il va rejeter l'appel par exemple. Donc on n'a pas besoin forcément d'afficher quelque chose. Bon, c'est juste dire qu'un service, forcément, c'est un composant de l'application Android qui fait quelque chose comme tâche de fond, mais qui ne se matérialise pas forcément par la partie UI. Alors, je peux bien créer un espion, par exemple, dans un téléphone, sous forme d'un service. Bon, une fois que l'application est démarrée, il est démarré sous forme de service, ça veut dire qu'il écoute quelque chose fluffant, et après, il fait son travail. Par exemple, il va espionner des choses, etc. Il capte des événements, il envoie des messages à l'extérieur. Est-ce que c'est clair pour le service? Oui, monsieur. Alors, ça, c'est les services. Bon, après, le troisième type de composants qui sont fournis par Android, il y a ce qu'on appelle
les broadcast receivers. En fait, les broadcast receivers, en fait, c'est des composants qui sont fournis par Android pour pouvoir assurer la communication entre les différents composants de l'application Android. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez une application Android, vous créez des composants. Normalement, les composants, ça peut être une activité 1, activité 2, vous avez un service 1, service 2, vous pouvez faire pas mal de choses. Mais après, si vous voulez par exemple, que l'activité 1 puisse, par exemple, à partir d'une activité 1, vous voulez démarrer une autre activité. Vous voulez assurer la communication entre les activités. Alors généralement, ce qui se passe, c'est que on envoie ce qu'on appelle des messages. En fait, pour pouvoir communiquer avec une autre activité ou bien avec un autre service, si vous voulez envoyer un message à un service ou une activité, et bien tout simplement, vous utilisez ce qu'on appelle les broadcast receivers. Alors, comment ça se passe? Le broadcast receivers, à chaque fois que je veux, par exemple, faire quelque chose, j'envoie un message vers le broadcast receiver et lui, il va essayer donc de transmettre le message vers le composant. Pardon. Donc en fait, dans les applications Android, comme je disais, à chaque fois que vous avez besoin d'envoyer un message d'un composant vers l'autre, il faut envoyer un message, et un message c'est ce qu'on appelle un objet intent. Alors intent c'est message. Donc à chaque fois que je veux faire quelque chose, je veux par exemple, à partir de l'activité, je veux démarrer un appel téléphonique. Si je veux démarrer un appel téléphonique, eh bien, tout simplement, j'envoie un intent, c'est-à-dire un message au système Android, parce que tous les messages vont être envoyés au système Android. En fait, le système Android, lui, fournit donc un système de messagerie. Une fois que ce message arrive, il va le lire, il va voir quel type de message, et en fonction du type de message, le contenu du message, il va déclencher une opération. Par exemple, ça peut être démarrer une nouvelle activité, ou bien arrêter un service, ou bien démarrer un service, etc. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est-à-dire si vous voulez assurer la communication entre les composants de l'application Android, donc on a besoin d'utiliser donc ce principe d'échange de messages. Alors le quatrième type de composant Android, c'est ce qu'on appelle les content providers. En fait, les content providers, c'est des composants qui permettent l'accès aux données qui sont fournies dans l'appareil mobile. Comme par exemple, on veut accéder aux contacts, ou bien l'agenda, les photos, les librairies, etc., etc., etc. Alors généralement, les content providers vous permettent de communiquer avec, on va dire, le contenu qui fournit souvent les médias qui sont fournis dans l'appareil mobile, dans le système Android. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Oui, Ok. oui, monsieur. Alors si c'est clair, donc je vais passer à la suite. Alors maintenant, on va s'intéresser maintenant à la structure d'une application Android. Alors, en fait, d'abord, pour pouvoir développer une application Android, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle le cycle de vie d'une activité. Parce qu'il se trouve que la partie la plus importante dans une application Android, c'est une activité. Bon, une activité, c'est une classe Java qui hérite d'une classe Activity. Ou bien, on peut hériter des sous-classes de la classe Activity. Bon, ça c'est normal. Alors, une fois qu'on hérite de l'une des sous-classes de activité, on va redéfinir des méthodes.
Et ces méthodes-là, c'est les méthodes qui font partie de ce qu'on appelle des cycles de vie de l'activité. Bon, la première méthode s'appelle onCreate. Il y a également la méthode onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, onSaveInstantState, etc., etc. Donc, il y a un ensemble de méthodes que vous pouvez redéfinir. Vous n'êtes pas obligé de redéfinir les méthodes parce que, en fait, c'est des méthodes qui ont déjà une implémentation par défaut dans la classe parente. Mais il se trouve que la méthode qui est généralement la méthode, on va dire, obligatoire, qu'il faut toujours redéfinir, c'est la méthode onCreate. Bon, la méthode onCreate, c'est la méthode, si vous voulez, on peut créer une activité en utilisant uniquement une seule méthode qui est la méthode onCreate. Alors maintenant, pour comprendre un petit peu à quoi servent ces méthodes-là, je vais vous présenter le cycle de vie d'une activité. Alors, regardez un peu, on va dire on va regarder un peu ce qui se passe ici. Alors, en fait, une activité, une fois que vous démarrez une application, vous démarrez l'activité. Ça veut dire quoi, vous démarrez l'activité? Ça veut dire que le système Android va créer une instance, il va instancier, il va créer un objet de cette classe. C'est le framework Android qui va instancier l'activité. Une fois que le système Android va instancier cette activité, automatiquement, après instanciation, le système Android va l'instancier, juste après instanciation, il fait appel à la méthode onCreate. Une fois que la méthode onCreate s'exécute, il fait appel à la méthode onStart. Après onStart, il appelle la méthode onResume. Et après, votre activité est dans ce qu'on appelle, elle est en état running, c'est-à-dire en état d'exécution. Donc ça veut dire que quand vous démarrez une activité, il y a trois méthodes qui s'exécutent successivement dans l'ordre. La méthode onCreate, ensuite onStart, ensuite onResume. Après, on va se poser la question à quoi servent toutes ces méthodes-là. Généralement, dans la méthode onCreate, c'est la partie la plus importante. Dans la méthode onCreate, souvent, on affiche la vue de l'application. On va le voir tout à l'heure. Dans la méthode onCreate, on va afficher la vue de l'application, c'est-à-dire les composants UI. C'est la partie UI, si vous voulez. Souvent, c'est ce qui se passe. Une fois que la partie UI s'affiche, automatiquement la méthode onStart s'exécute, onResume s'exécute. Bon, les trois méthodes s'exécutent. Alors, même si vous mettez rien, donc ils s'exécutent. C'est-à-dire, même si vous ne les redéfinissez pas, ils sont exécutés. Alors, après, une fois que la méthode onResume s'exécute, donc on va dire que l'activité est dans l'état d'exécution. Ça veut dire quoi? Elle est dans l'état d'exécution, c'est que l'activité s'affiche. La partie UI de l'activité s'affiche en premier plan. Parce que vous savez que dans un smartphone, vous pouvez lancer plusieurs applications mobiles, c'est-à-dire vous pouvez lancer plusieurs activités. Et à un moment donné, il y a une seule activité qui est en premier plan. Mais les autres activités sont ce qu'on appelle en arrière-plan. Alors quand l'activité est en premier plan, c'est ce qu'on appelle, elle est dans l'état running, c'est-à-dire c'est l'activité principale qui s'exécute. Alors il va rester dans cet état-là. Alors maintenant, si l'activité passe en arrière-plan, c'est-à-dire si par exemple l'utilisateur a lancé une autre application, il dit que donc la nouvelle application passe en premier plan et cette activité passe en arrière-plan. Alors dès que l'activité passe en arrière-plan, et bien tout simplement il y a la méthode onPause qui va s'exécuter. Donc dès que vous passez en arrière-plan, la méthode onPause s'exécute. Donc c'est-à-dire si vous voulez faire un traitement juste une fois que l'activité passe en arrière-plan, on le fait à l'intérieur de la méthode onPause. Ensuite, maintenant, je suis dans l'état onPause. Maintenant, si l'utilisateur décide de ramener à nouveau l'activité en premier plan, c'est ça, ici.
Si l'utilisateur décide de ramener l'activité en premier plan, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'à nouveau, la méthode onResume va s'exécuter. Donc vous voyez, donc la méthode onResume, c'est vrai, elle s'exécute au démarrage de l'application, mais également c'est une méthode qui s'exécute à chaque fois que votre activité passe en premier plan. Donc la méthode onResume, donc si vous mettez un traitement dans la méthode onResume, c'est un traitement qui va s'exécuter à chaque fois, si vous voulez par exemple rafraîchir des données. À chaque fois par exemple que je reviens en premier plan, je voudrais faire un traitement, souvent on le fait dans la méthode onResume. Et à nouveau l'activité est dans l'état d'exécution. À nouveau, quand il passe en arrière-plan, la méthode onPause s'exécute. Alors cette fois-ci, quand il reste en arrière-plan, si l'activité reste en arrière-plan pour une longue durée, c'est-à-dire votre activité, elle reste en arrière-plan pour une longue durée, c'est-à-dire il n'est pas visible pour une longue durée. Alors qu'est-ce qu'il va faire le système Android? Le système Android, il va essayer d'optimiser les ressources. Alors pour cela, il va appeler la méthode onStop. Donc la méthode onStop de l'activité s'exécute quand est-ce que? Quand l'activité reste en arrière-plan pendant une longue durée. Et maintenant, il dit que donc votre application se trouve dans un état onStop. Stopped si vous voulez. Alors quand l'activité est dans l'état stopped, il y a deux scénarios. Le premier scénario est le suivant. Si l'utilisateur décide d'aller encore vers cette activité, c'est-à-dire il va la relancer. Alors dans ce cas-là, cette fois-ci, il y a d'abord la méthode onRestart qui va s'exécuter, et ensuite il y a la méthode onStart s'exécute. Et après c'est la méthode onResume qui va s'exécuter, c'est-à-dire on est dans ce sens-là. OnStart, plutôt onRestart, onStart, onResume. Il y a encore trois méthodes qui vont s'exécuter. Donc, quelle est la différence de l'état paused, c'est-à-dire en pause, et l'état en stop? Dans l'état en pause, dès que l'activité passe en premier plan, c'est la méthode onResume qui va s'exécuter. Mais par contre, quand on est dans l'état en stop, si on ramène l'activité en premier plan, c'est plutôt onRestart et onStart qui va s'exécuter en resume, c'est-à-dire les trois méthodes vont s'exécuter. Et à nouveau, on reprend. On arrive vers un stop. Le deuxième scénario est le suivant. Alors, le deuxième scénario, si maintenant l'utilisateur décide de quitter l'application. L'utilisateur, il va arrêter l'application. Ou bien, si le système Android a besoin, de mémoire, il a besoin de mémoire, il a besoin de ressources. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'applications parfois en arrière-plan qui ne sont pas utilisées par l'utilisateur, ils consomment des ressources. Donc c'est le framework Android, quand il détecte qu'il a besoin de mémoire ou bien de ressources, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire l'activité. Il va tuer le processus qui gère cette activité. Et quand il va tuer le processus qui va gérer cette activité, alors qu'est-ce qu'il va faire? Si vous voulez, avant de tuer le processus, il doit d'abord s'assurer que les données, c'est-à-dire l'état de l'activité, il ne faut pas perdre l'état de l'activité. C'est-à-dire s'il y a des données, supposons que vous avez saisi des données, votre activité il est dans un état, il affiche des données. Donc avant de tuer le processus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'état de l'activité, les données qui sont actuellement dans l'activité, il va d'abord les enregistrer dans un fichier. C'est-à-dire il sauvegarde l'état de l'activité dans un fichier qui s'appelle le bundle. En fait, l'état de l'activité, il le sérialise, toutes les données de l'activité,
il va les sérialiser dans un fichier sous forme d'un composant. Il va les sérialiser sous forme de ce qu'on appelle un bundle. Alors maintenant, si l'utilisateur démarre à nouveau l'activité, maintenant le processus il est tué. Si l'utilisateur démarre le processus, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, l'application démarre à partir onCreate. Mais vous savez que quand vous démarrez l'application onCreate, alors que votre application a été tuée par le framework lui-même, nous avons besoin de restituer l'état de l'ancien état de l'activité. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait le système Android? La méthode create, il va lui transmettre le dernier état sauvegardé. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que la signature de la méthode onCreate, si vous la voyez ici, regardez la méthode onCreate, il reçoit un paramètre qui s'appelle savedInstanceState sous forme d'un objet de type bundle. Ça veut dire que quand le système Android instancie une activité, il appelle la méthode onCreate et en même temps, il lui transmet son état. C'est-à-dire si par exemple votre activité était dans un état avant et que le système Android, c'est lui qui a tué le processus de l'application, ben, tout simplement, avec le fichier où il a sauvegardé l'état, il le transmet à la méthode onCreate. Et comme vous voyez dans la méthode onCreate, ça commence toujours par super.onCreate. Ça veut dire quoi? On appelle la méthode onCreate de la classe activité et on va lui transmettre l'état. Et cette méthode-là, elle va restituer l'état de l'activité, ce qui permet de retrouver, si vous voulez, l'activité dans l'état où vous l'avez laissé. Bon, c'est pour éviter que le système Android détruise des données de l'état de votre activité. C'est tout simplement, c'est parce que peut-être il a besoin de la mémoire, etc. Donc c'est pour cela qu'ici vous voyez, quand l'utilisateur il fait, donc la méthode onCreate, c'est-à-dire il est appelé, il lui transmet le bundle, c'est-à-dire son état, et à nouveau on reprend. On est dans onStart, on resume, l'activité en running, etc., etc. Alors maintenant, si on est dans l'état onStop, cette fois-ci, et que l'utilisateur décide de quitter l'activité, alors dans ce cas-là, quand c'est l'utilisateur qui décide de quitter l'activité, avant que l'activité soit arrêtée, il fait appel à la méthode onDestroy et après donc vous êtes dans l'état shutdown, c'est-à-dire l'application est arrêtée.